Bienvenue à tous pour cette réunion de la commission locale d'information de Soulaine. Un rendez-vous, vous le voyez, public à bien des égards. Nous sommes dans la salle des fêtes de la commune en compagnie de citoyens, de personnes concernées par la CLI qui pourront poser des questions sur les sujets abordés lors de cette réunion. Mais nous sommes également en streaming, en direct, sur le site internet de la CLI de Soulaine et sur sa chaîne YouTube. Une captation qui servira également d'archive et qui permettra à tout à chacun de voir ou revoir les échanges de ce soir. Cette réunion n'est pas anodine. Je vous rappelle que, de par la loi, les CLI ont l'obligation d'organiser un tel rassemblement public. Cela fait partie de ses attributions. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente nos intervenants et je vais leur demander de décrire les institutions ou organismes qu'ils représentent. Tout d'abord, Philippe Pichery, vous êtes le président du département de l'Aube, mais ce soir, vous êtes particulièrement le président de la CLI de Soulaine. Deux petites questions introductives pour qu'on comprenne bien, et pour ceux peut-être qui nous regardent et qui assistent pour la première fois à une réunion de CLI. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est une CLI, tout simplement? Bonsoir à tous. Bien volontiers. La CLI est une institution qui a été prévue par la loi pour des équipements qui peuvent susciter des interrogations légitimes de la part des populations. Le législateur a prévu que soit mis en place un lieu d'échange et surtout d'information. Ce qui est très important dans le terme CLI, c'est le I de information. Alors comment est composée une CLI? Elle est composée de 49 membres. Un nombre important, plus de la moitié, sont des élus nationaux, mais bien sûr du territoire, des élus régionaux, des élus départementaux, des élus locaux. Il se siège également dans la CLI des personnes qualifiées par rapport au sujet qui est traité. Également des représentants du monde du travail, des différentes organisations syndicales, et puis des représentants d'associations qui s'intéressent et qui traitent des questions d'environnement. Et cette CLI, elle est, de par la loi, présidée par le président du conseil départemental, et c'est donc à ce titre que j'en assure la présidence. Merci pour ces précisions. À vos côtés, Lucille Girard, vous êtes docteur en sociologie, vous êtes chargée d'études à l'ORS, l'Observatoire régional de la santé du Grand Est. Vous pouvez peut-être nous décrire ce qu'est l'ORS ? Merci, bonsoir. Alors effectivement, donc, je représente l'Observatoire régional de la santé Grand Est avec Émilie Gardeur qui est dans la salle, la directrice de cette association, puisque nous sommes une association. Et une de nos missions, c'est de produire des enquêtes et d'analyser des données en relation avec la santé. Et à partir de ces analyses-là, nous avons un rôle d'aide à la décision en santé publique. Donc en fait, l'idée, c'est que concrètement, nos partenaires viennent nous voir avec des questionnements, avec des interrogations, et on réfléchit ensemble à la façon dont on peut récolter des données qui vont servir à répondre à ces interrogations. Et ensuite, on monte des dispositifs qui permettent soit de récolter des données, donc on fait des études ad hoc, c'est-à-dire spécifiques, ou alors on va piocher dans des bases de données qui existent déjà, donc des données de l'INSEE par exemple, ou encore des données du système national des données de santé, donc un système qui vous sera présenté plus tard. Vous êtes donc une association en ressources. Est-ce qu'on peut juste avoir des exemples de partenaires qui vous sollicitent? Juste un ou deux exemples? Par exemple, l'Agence régionale de santé. On a aussi des communes, des intercommunalités. On a aussi, on travaille souvent avec Santé publique France. Voilà, donc c'est différents échelons de collectivités territoriales. On est plutôt sollicité par des acteurs publics quand même.
Voilà. Merci. Je me tourne maintenant vers Sandrine Pirouet. Vous êtes déléguée territoriale de l'Aube à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Même question, est-ce que vous pouvez rappeler le rôle de l'ARS? Oui, bonjour à tous. Alors, vous savez que l'ARS, c'est évidemment l'administration en santé au niveau régional. Des agences, en fait, qui sont aussi, qui ont une certaine marge de manœuvre et une autonomie, évidemment, pour assurer la régulation et le contrôle, ça, on le connaît, mais aussi pour participer pleinement au pilotage et à la transformation du système de santé avec l'ensemble des acteurs en santé et des partenaires. Et donc, avec cette idée de l'animation territoriale, puisque l'Agence régionale de santé Grand Est, par exemple, est représentée dans chacun des départements du Grand Est, avec une délégation territoriale et des experts au niveau du territoire. Donc, une trentaine de personnes dans l'Aube pour la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé. Merci pour ces précisions. Enfin, sur ce plateau, Michel Vernet, épidémiologiste à Santé publique France. Santé publique France, c'est quoi déjà? Bonsoir, Santé publique France, c'est l'Agence nationale de santé publique, puisque c'est son nom juridique, qui est placée auprès du ministre de la Santé, de la Direction générale de la Santé, et c'est une agence dont le champ est assez vaste, puisqu'il couvre finalement ce que nous on appelle un peu pompeusement le continuum, c'est-à-dire le continuum de l'observation de l'état de la santé de la population jusqu'à l'action. Et l'action, c'est le développement de la prévention et de la promotion de la santé via des actions que l'on qualifie de probantes, c'est-à-dire qui ont démontré leur efficacité et qui ont démontré aussi leur innocuité, puisque quand on demande aux gens d'arrêter de fumer, on le fait par exemple avec des méthodes dont on sait qu'elles ne sont pas stigmatisantes ou des choses comme ça. Donc notre champ d'action est très vaste. Comme je le disais, nous sommes placés donc auprès du ministre de la Santé, mais Santé publique France, et c'est la seule agence sanitaire française qui ait cette particularité-là, nous avons un maillage territorial qui fait que dans chaque région, placée auprès de la direction générale de l'Agence régionale de santé, nous avons une délégation régionale qui est à Nancy pour le Grand Est, et donc qui nous permettent d'être au plus près des acteurs de terrain. Très bien, merci beaucoup. Voilà donc pour les présentations. Nous allons évoquer dans cette réunion deux thématiques que je vais citer. Une discussion sur un signal sanitaire relatif à une suspicion de cas groupés d'adénome parathyroïdien à Brienne-le-Château. Et deuxième échange, l'observation de l'état de santé autour du site de stockage de l'Aube avec la présentation de l'Observatoire des riverains du projet de centre de stockage de Bure. Je tiens à rappeler le protocole en quelque sorte de cette réunion. Pour chaque sujet, il y aura une partie où nous ferons réagir nos intervenants sur ces thématiques et une deuxième partie où nous ferons circuler le micro pour recueillir les questions du public, les recueillir aussi en ligne, puisqu'il y a un formulaire qu'il est possible de remplir pour poser sa question, et je saurai instantanément si nous pouvons faire intervenir nos intervenants sur ces questions qui seront diffusées via Internet. Précision, seront traitées uniquement les questions en lien avec les thématiques de cette réunion et bien sûr dans le respect mutuel et dans un échange constructif. Petit rappel technique, si la plupart d'entre vous peuvent mettre en mode avion vos téléphones, ça peut permettre de faciliter l'acoustique et le travail technique de la régie. Et si vous ne pouvez pas mettre en avion, ne pas trop utiliser Internet. Cela permet en effet d'avoir un streaming de qualité. Je vous propose de découvrir tout d'abord le premier thème de cette réunion publique. Le signal sanitaire relatif à une suspicion de cas groupés d'adénome parathyroïdien à Brienne-le-Château. Michel Vernet, je le rappelle, vous êtes épidémiologiste à Santé publique France. Vous allez nous décrire tout d'abord les faits relatifs à ce sujet et je vous donne la parole.
Bien, merci beaucoup. Donc oui, l'objectif, c'est de faire un petit point sur un signal qui est un petit peu ancien, mais vous savez qu'il y a eu la crise sanitaire entre-temps. Donc un certain nombre d'investigations ont été mises en suspens pendant la durée de la crise sanitaire, mais on s'était assuré au préalable que ce signalement n'avait pas un caractère d'urgence. Bien évidemment, si ça avait été le cas, nous aurions repriorisé cette activité-là. Donc on va refaire un petit peu d'historique par rapport à ce signalement. Donc c'est un signal dans le cadre de la réglementation du Code de la santé publique, tout signal sanitaire, qu'il provienne d'un professionnel de santé, d'une administration ou d'un citoyen, doit passer par ce qu'on appelle le point focal régional. C'est de la responsabilité de l'Agence régionale de santé de réceptionner ces signaux et de les traiter et de faire éventuellement appel à Santé publique France pour avoir un appui épidémiologique dans l'investigation, ce qui a été le cas sur ce signalement. Donc on remonte un petit peu dans le temps, c'était dans le monde d'avant la Covid, c'était en décembre 2019 et donc le point focal régional a reçu un signal sanitaire qui émanait à la fois d'un professionnel de santé et d'un particulier et qui portait sur un nombre considéré comme anormalement élevé de cas d'hyperparathyroïdie primaire à Brienne-le-Château et dans les environs de la commune de Brienne-le-Château dans l'Aube. Donc effectivement, ce signal a été rattaché, et c'est pour ça qu'on l'évoque ce soir en commission locale d'information, à la problématique de l'état de santé de la population riveraine du centre de stockage de l'Aube, parce qu'il se trouvait dans les 15 km et que les signalants le rapportaient éventuellement à un risque d'exposition à des rayonnements ionisants. Donc c'est pour ça qu'effectivement on le retrouve ici. Et donc on va faire un petit point quand même de rappel sur ce que sont les hyperparathyroïdies et en particulier les parathyroïdes. Alors les parathyroïdes, je vais vous les montrer, ce sont des petites... alors ça a provoqué... Alors, on va essayer de régler ce petit problème technique. Parce que j'ai pas appuyé au bon endroit, voilà, pardon. c'est bon. Ça, voilà, pardon. Donc les parathyroïdes, ce sont 4 petites glandes que vous avez ici. Alors c'est très petit, ça fait 2 à 3 mm de largeur. On les trouve, elles sont accolées à la thyroïde, qui est une plus grosse glande qui est à la base du cou. Et donc ces parathyroïdes, qui sont au nombre de 4, mais certaines personnes peuvent en avoir 6, voire 8. Elles sécrètent une hormone qui s'appelle la parathormone ou hormone parathyroïdienne qui intervient dans la régulation du calcium dans le sang. C'est-à-dire que quand il y a relargage de parathormone, il va y avoir libération de calcium dans le sang et ce calcium, il va être puisé là où il est stocké dans l'organisme, c'est-à-dire dans les os du squelette. Lorsqu'il y a hyperparathyroïdie, c'est-à-dire qu'on a une prolifération des cellules au niveau des parathyroïdes, on a une hyperactivité des glandes parathyroïdes qui va provoquer une sécrétion anormale de parathormone et donc on va avoir un niveau anormal de calcium dans le sang, ce qui va conduire à un certain nombre de retentissements sur l'état de santé, en particulier à des atteintes osseuses et à des atteintes rénales, puisqu'il va falloir éliminer ce surplus de calcium qui circule dans le sang. Alors les hyperparathyroïdies, elles sont souvent découvertes de manière totalement fortuite puisque au démarrage de la pathologie, il n'y a pas de signe évocateur, il n'y a pas de signe d'appel. Donc généralement, on les découvre désormais à l'occasion d'un dosage soit de calcium, soit de vitamine D, puisque vous savez que désormais, on est très vigilant sur le capital osseux. Et on peut avoir plusieurs causes à l'origine de ces hyperparathyroïdies. Les causes les plus fréquentes, c'est ce qu'on appelle des adénomes parathyroïdiens bénins isolés. Donc c'est 85 à 90% des cas. Donc ça touche une seule des glandes parathyroïdes. L'adénome peut être multiple, c'est-à-dire qu'il va toucher plusieurs glandes parathyroïdiennes. Et puis, mais c'est relativement rare puisque c'est dans moins de 1% des cas, ça peut être un carcinome parathyroïdien, c'est-à-dire qu'on a une tumeur maligne. Alors la différence entre des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes, les tumeurs bénignes, de toute manière, elles sont à développement très lent. Il n'y a pas de risque de métastase, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de diffusion, de dissémination sur un autre organe de l'organisme. Et puis surtout, quand on procède à l'ablation du tissu lésé, donc de la parathyroïde, il n'y a pas de risque de récidive. En revanche, les tumeurs malignes, elles ont une évolution qui est beaucoup plus rapide. Elles ont un risque
risque métastatique et elles ont un risque de récidive. Alors quand je parle de tumeurs bénignes ou de tumeurs malignes, c'est par rapport au capital cancéreux, bien évidemment, puisque en termes de retentissement, comme je vous l'ai dit, même un adénome parathyroïdien peut avoir un retentissement relativement important sur l'état de santé, en particulier sur le capital osseux. Alors, pour revenir aux investigations qui ont été menées en situation d'urgence, donc suite à la réception du signal, on est en janvier 2020. L'ARS, via son département de veille sanitaire, a procédé donc auprès des généralistes de la commune et des environs à un recensement donc du nombre et des caractéristiques des cas d'hyperparathyroïdie qui avaient été vus en consultation. Elle l'a fait avec notre collaboration, puisque nous avons travaillé donc à un questionnaire de recensement qui était commun. Ce recensement, il a été assez partiel puisque une partie des professionnels de santé n'ont pas répondu malgré les nombreuses relances qui ont été faites par l'ARS. Ça, c'est un point, et on en reparlera sur la suite, sur la deuxième présentation, qu'il faut avoir en tête dès lors que l'on fait de l'épidémiologie, c'est la faible disponibilité des professionnels de santé pour répondre à ce type d'investigation. Toutefois, même si on n'avait pas l'intégralité des cas qui ont été vus dans la patientèle de ces différents professionnels de santé, on avait un certain nombre de caractéristiques qui ont permis de dire que les cas qui étaient évoqués dans ce signalement étaient quand même relativement cohérents avec ce que l'on connaît dans d'autres situations et notamment dans la littérature scientifique. Alors en particulier, quand on regarde la distribution homme-femme, on avait 70% des cas qui correspondaient à des femmes. Dans la littérature, on parle de 60 à 80%, donc là, on était parfaitement cohérent. C'est une découverte, comme je vous l'ai dit, qui est plutôt tardive. Donc, on avait 100% des cas qui avaient plus de 40 ans. Dans la littérature, on considère que c'est à peu près 90% des cas qui ont plus de 40 ans. On avait un âge moyen de 67 ans. Dans la littérature, c'est 67 ans aussi. Alors là, on ne l'a pas fait exprès, c'est tombé comme ça. Et donc, quand on a regardé l'étiologie, c'est-à-dire la cause de ces hyperparathyroïdies, dans 85% des cas, c'était un adénome parathyroïdien isolé, donc c'est conforme à ce que je vous ai évoqué précédemment, et surtout pour les cas pour lesquels on n'avait pas encore l'étiologie, étaient en cours d'investigation. Voilà, donc quelque chose qui n'était pas inquiétant au sens où on avait des caractéristiques qui étaient relativement cohérentes avec ce qui est connu par ailleurs. Donc sur les hyperparathyroïdies, les facteurs qui sont décrits dans la littérature à l'heure actuelle, il y en a 3 principaux. C'est les antécédents d'irradiation du cou pendant l'enfance. Ça peut être une exposition à un incident nucléaire à l'âge adulte. Et puis c'est aussi les personnes qui prennent des traitements à base de lithium au long cours, puisqu'il y a une interaction qui se produit et un déséquilibre du système endocrinien, donc du système des glandes. Donc, comme je vous le disais, si les données recueillies étaient cohérentes avec ce qu'on était en droit d'attendre, donc c'était plutôt rassurant de ce côté-là, on n'était quand même pas complètement satisfait du côté de l'ARS et du côté de Santé publique France, puisqu'on n'avait pas une idée précise du nombre total de cas, et le signalement portait en partie là-dessus. On avait une très mauvaise connaissance de la répartition géographique des cas, et puis on n'avait pas de données sur la situation antérieure à 2015, 2015 étant l'année de diagnostic du premier cas qui avait été signalé et recensé. Donc à partir de là, on s'est dit quand même que ça méritait d'aller plus loin, dans la mesure aussi où l'épidémiologie des hyperparathyroïdies en France, elle est relativement peu documentée. Comme je vous ai dit, c'est une pathologie dont la fréquence a beaucoup augmenté suite à l'augmentation des dosages de routine, dosage de calcium, dosage de vitamine D, qui permettent évidemment de les détecter beaucoup plus précocement. Donc, partant de ces constats, l'ARS nous a saisi, donc a saisi officiellement Santé publique France en nous demandant d'aller plus loin dans les investigations et d'apporter des éléments de compréhension de l'épidémiologie des adénomes parathyroïdiens, puisque ce sont eux qui sont très majoritairement à l'origine des hyperparathyroïdies, sur la zone, mais également en France, puisque vous allez voir, nous avons accès à des données qui permettent d'élargir le champ.
Et donc la méthode retenue, elle repose sur deux principes assez basiques. C'est que les adénomes parathyroïdiens, qu'ils soient isolés ou multiples, ne sont traités que par parathyroïdectomie, c'est-à-dire par ablation des parathyroïdes. Et ces ablations, on parle d'exérèse des parathyroïdes, ne sont indiquées que dans le cas des adénomes parathyroïdiens. Donc on a ce qu'on appelle une double spécificité entre le traitement et la pathologie. Donc ce qui a été décidé, c'est d'utiliser les bases de données du Système national des données de santé, le SNDS, je reviendrai après pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste, pour faire un recensement des exérèses, des ablations donc, de parathyroïdes dans la zone concernée, mais également France entière, à l'échelle de la France, pour décrire ses caractéristiques en termes de sexe, d'âge, de lieu de résidence, et puis également pour faire une analyse spatiale, pour rechercher d'éventuelles zones de surincidence, encore une fois France entière, pour voir si effectivement, dans la zone de départ du signal, on est plutôt sur une zone de surincidence ou pas. Alors, quelques mots quand même sur ce qu'est le SNDS pour que vous le maîtrisiez bien. Vous avez tous une carte vitale et quand vous passez auprès d'un professionnel de santé, quand vous avez recours au système de soins, eh bien, vous donnez votre carte vitale et donc il y a une traçabilité de vos recours au système de soins. Alors, que ce soit en termes d'hospitalisation, que ce soit en termes de consultation, de médecins généralistes ou de spécialistes, que ce soit en termes d'actes de biologie médicale, de délivrance de médicaments remboursés par l'assurance maladie. Quand vous êtes en automédication, il n'y a pas de traçage de ces délivrances. Et puis évidemment, lorsque vous passez via un laboratoire d'imagerie médicale, et puis il y a d'autres données, si vous avez des questions, on pourra y revenir, qui entrent dans le SNDS, en particulier les prises en charge à 100% dans le cas de pathologies qui sont particulièrement coûteuses. Et puis désormais les certificats de décès, donc on sait si la personne est vivante ou pas à une date donnée, et on sait désormais depuis quelques années la cause médicale de décès. Et donc si on essaye de formaliser un peu, eh bien en fait c'est un empilement de fichiers. Alors je vous les ai considérablement simplifiés bien évidemment, mais c'est pour vous montrer le principe général. Donc vous avez, je vais essayer de ne pas me tromper, un numéro de sécurité sociale qui est anonymisé, je vous rassure, on ne peut pas remonter à votre identité, qui permet de coupler aux différents, ici vous avez des hospitalisations, ici vous avez des consultations médicales, ici vous avez des délivrances de médicaments, donc en pharmacie d'officine. Et vous voyez par exemple que vous pouvez faire soit ce qu'on appelle du parcours de soins, c'est-à-dire que vous allez chercher l'individu qui correspond à ce numéro de sécurité sociale et vous allez retracer par exemple qu'ici le 17 octobre 2015 il a eu une ablation des parathyroïdes, KDF C001, c'est le code qui permet d'identifier les exérèses de parathyroïdes, que le 2 novembre 2015, c'est des exemples totalement fictifs, je tiens à le préciser, il a eu une consultation chez son médecin généraliste et le lendemain, il est passé à la pharmacie et il a eu une délivrance d'un médicament qui peut être spécifique ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le repérage du parcours de soins. C'est ce qui sert en particulier à optimiser les parcours de soins. Et puis, il y a une deuxième possibilité, c'est de travailler sur une période de temps donnée et sur une période, sur une zone de domicile donnée. Et on va regarder, par exemple, toutes les personnes qui ont eu une exérèse des parathyroïdes. Donc ça permet de faire de l'épidémiologie derrière, c'est ce que vous avez ici. Donc c'est le dénombrement des événements de santé d'un même type. Voilà, donc ce SNDS, il a un certain nombre d'avantages pour faire de l'épidémiologie. Il a aussi des limites, on pourra y revenir, et ce n'est pas le seul outil que l'on utilise. D'abord, il y a une exhaustivité dans le cas des parathyroïdes des actes chirurgicaux. Quel que soit l'établissement où cet acte a été réalisé, que ce soit un établissement public ou privé, et quel que soit le lieu géographique de réalisation de cet acte. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que quelqu'un qui habite Brienne-le-Château se fasse opérer à Toulouse, eh bien, on récupérera sans difficulté son passage à Toulouse. Il n'y a pas besoin d'aller interroger l'ensemble des établissements de santé de France et de Navarre pour reconstituer l'historique.
On a une possibilité de remonter dans le temps. Alors pour l'instant, elle reste modeste. Pour la géolocalisation à la commune, on dit qu'on peut remonter jusqu'aux années 2010, mais guère au-delà. Après, on perd beaucoup en précision, mais l'historique est plus important. On remonte quasiment jusqu'à 2003-2002. Il n'y a pas de surcharge de travail pour les professionnels de santé concernés. C'est ce que je vous ai évoqué. Quand l'ARS, et pourtant, croyez-moi, les collègues de l'ARS ont beaucoup insisté, certains professionnels de santé ont refusé. Alors, ce n'est pas forcément de la malveillance, c'est aussi parce que la disponibilité est faible, la charge de travail est importante, et donc la priorité de ces professionnels, elle est accordée aux soins et pas à répondre à des enquêtes épidémiologiques. C'est parfaitement normal. Il n'y a pas de mise en œuvre d'un système de collecte spécifique, puisque évidemment, dès lors qu'on veut développer un système d'observation de l'état de santé, il y a un coût derrière. Alors je sais, ça nous est souvent objecté, la santé ne devrait pas avoir de coût, on en est tous d'accord ici, mais dans la réalité, on est bien obligé à un moment de trouver des solutions qui soient optimisées d'un point de vue financier. Et puis donc l'autre avantage, c'est qu'un certain nombre d'opérateurs, et en particulier les agences sanitaires, ont un accès permanent aux données du système national des données de santé. Donc c'est relativement facile d'aller interroger ces données-là. Donc c'est la suite que l'on va donner suite à la saisine de l'Agence régionale de santé, et on a un calendrier à l'heure actuelle prévisionnel de faire ces extractions et ces analyses durant le premier semestre 2023 sur l'ensemble de la France, comme je vous l'ai dit, mais évidemment avec un focus sur la zone, et évidemment on reviendra vers vous pour partager les résultats de ces analyses. Il y a une forme d'opportunisme, c'est-à-dire qu'on se saisit de ce signal sanitaire pour aller beaucoup plus loin, mais je redis qu'à ce stade, au regard des caractéristiques du recensement, des caractéristiques des cas fait remonter lors du recensement, il n'y a pas de sujet d'inquiétude majeure à ce stade. Voilà rapidement là où on en est, et j'essaierai de répondre aux questions s'il y en a. Merci Michel Vernet pour toutes ces explications. Alors avant de donner la parole à la salle ou bien aux personnes devant le streaming qui poseraient des questions, j'avais juste une question pour vous, Philippe Pichery. Là, en pareil cas, on parle de signal sanitaire. La CLI, en pareil cas, joue un rôle de relais, c'est ça ? Absolument. La CLI, il faut bien le comprendre, n'est pas un organisme de contrôle. La CLI ne contrôle pas l'exploitation du site de l'Andra. D'abord, elle n'en aurait pas les compétences et les qualifications. Il y a des organismes qui sont là pour ça, comme l'autorité de sûreté nucléaire ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Par contre, la CLI, son rôle, comme j'insistais en préambule, c'est vraiment l'information. Donc, dès lors qu'il y a une question qui est soulevée, notre mission, c'est de donner les moyens de creuser cette question, même si, in fine, il s'avère que la question n'avait pas lieu d'être. Je le dis, et Michel Vernet l'a bien précisé à ce stade, notre mission, c'est bien de renseigner au maximum les populations, mais certainement pas de les inquiéter. En l'état actuel des premières informations recueillies, il n'y a pas matière à s'inquiéter ou à penser qu'il peut y avoir effectivement en ce domaine une situation particulière. Mais comme on fait les choses très sérieusement, on va plus loin. Et c'est vraiment la mission et les prérogatives de la CLI. Merci Philippe Pichery. Je vous propose qu'on passe à la série de questions-réponses. On se donne à peu près 20 minutes pour être exhaustif. Alors je vais proposer à la salle de lever la main pour ceux qui voudraient poser une question. Il y en a plusieurs déjà. Et Pauline va vous amener le micro. Et comme d'habitude, je vais vous demander de vous présenter et de donner votre fonction avant de poser la question. Bonjour, donc Patrice Torres, je suis le directeur industriel de l'Andra et en charge de toutes les activités de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs dans le Grand Est et donc en charge du centre de stockage de l'Aube qui est l'installation nucléaire de base à laquelle la commission locale d'information qui nous réunit ce soir est attachée. J'avais deux questions pour M. Vernet pour être sûr d'avoir parfaitement bien compris. La première, c'est de ce que j'ai cru comprendre.
Aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de cas de cette pathologie parce qu'ils sont plus recherchés que par le passé. Et donc j'imagine que du coup, pour pouvoir comparer des choses, il va falloir aussi faire une relation entre les résultats que vous allez remonter sur la base de données et le nombre de contrôles qui seront réalisés. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, que je vais tourner en forme de question, mais qui est surtout pour moi une affirmation et quelque chose qui me permettrait d'être rassuré, c'est que évidemment personne ne peut savoir, au-delà des résultats qui ont déjà été obtenus et qui ont été présentés, ce que donneront les résultats de demain. Mais si vous pouvez rappeler que dans tous les cas, quels que soient les résultats, si c'est mieux qu'ailleurs ou moins bien qu'ailleurs, dans un premier temps, il n'est absolument pas possible de faire un lien avec une quelconque activité, et en tout cas aussi avec la nôtre, parce que ça a été dit et rappelé, forcément, dès qu'il se passe quelque chose dans ce secteur, les activités de l'ANDRA peuvent être ciblées, et c'est ce qui est tout à fait compréhensible d'un côté. En même temps, notre rôle, comme on est très confiant sur ce que l'on fait, c'est aussi de bien rappeler, quand l'occasion nous est donnée, ce que sont les limites de chaque exercice, pour pas qu'il y ait des gens qui prennent des raccourcis. Merci. Oui, alors sur votre première question, effectivement, on va, ce qu'on appelle nous ajuster, c'est le terme mathématique, sur les pratiques médicales et en particulier sur la fréquence des dosages qui permettraient d'identifier des hyperparathyroïdies en partant de l'hypothèse, fort improbable, mais on va la tester, qu'il pourrait y avoir des zones où effectivement l'ensemble des médecins généralistes testeraient moins la population et donc on aurait moins de cas parce qu'on les cherche un peu moins. C'est fort improbable, mais là encore, on émet une hypothèse, on teste contre cette hypothèse, on ferme la porte et donc effectivement, on va analyser ces résultats au regard des fréquences de dosage de calcium et de vitamine D dans la population. C'est certain. Pour être sûr qu'effectivement, on juge bien, toujours, on évalue bien en épidémiologie, toujours... On dit toutes choses égales par ailleurs, qu'on soit vraiment dans les contextes les plus similaires possibles. Sur votre deuxième remarque, alors effectivement, quand il y a un signalement sanitaire, on a un protocole, les choses sont structurées, c'est-à-dire la première étape, c'est ce qu'on appelle valider le signal. Donc c'est ce qu'on a fait conjointement avec l'ARS, c'est-à-dire aller vérifier qu'effectivement les cas sont évoqués existent bien, qu'on peut les décrire, les caractériser, ça a été fait, je vous en ai présenté les premiers résultats. Après, on va essayer d'objectiver ou d'affirmer ou d'infirmer l'existence éventuelle d'une zone de surincidence. Et si effectivement on mettait en évidence une zone de surincidence dont j'ignore le périmètre, mais qui reprennent une partie de la population qui est dans le périmètre des 15 km autour du CSA, il faudra de toute manière aller sur d'autres investigations pour chercher l'étiologie. On procède étape par étape. Alors c'est vrai que parfois on nous reproche de ne pas aller assez vite, de ne pas brûler les étapes, mais ça fait partie de la démarche. Et donc avant d'aller chercher d'hypothétiques cause, il faut d'abord objectiver, valider le signal. Donc on procédera par étapes. Et effectivement, mais encore une fois, on ne sait pas, parce que comme je vous le disais, l'épidémiologie des adénomes parathyroïdiens en France, elle est relativement peu connue. Elle est d'ailleurs relativement peu connue dans beaucoup de pays. Il y a des études qui sont relativement limitées en termes de périmètre géographique. Donc là, on a l'occasion de le faire, l'opportunité de le faire facilement à l'échelle de la France métropolitaine. Évidemment, il faudra aller dans ce cas investiguer et proposer d'autres protocoles pour identifier des causes éventuelles. Merci. Je vais vous demander, pareil, de vous présenter avant de poser la question. Oui, merci. Van Rechel Michel, donc je suis président du Conseil de l'Ordre des médecins de l'Aube. Tout d'abord, merci pour la clarté de votre exposé. J'ai vu donc, vous nous avez dit que dans les causes, on avait les irradiations cervicales, les incidents nucléaires et les traitements à base de lithium. Donc, ce qui veut donc dire que un patient, par exemple, qui serait sous théralite pourrait être intéressé par ces adénomes à parathyroïde, donc puisqu'il y a donc au sein de la région, donc, et plus particulièrement en local, un établissement public en santé mentale.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans les facteurs d'ajustement, M. Torres évoquait les dosages, donc l'opportunité de les détecter. On se réserve le droit, on est en lien avec un certain nombre d'experts de la thématique, effectivement, peut-être d'ajuster sur l'existence de certains traitements au cas, encore une fois, où on identifierait une zone de surincidence. Pour l'instant, on ne peut pas savoir si on est en zone de surincidence, si on est dans la moyenne ou sous-incidence. Mais effectivement, ça pourrait être une piste aussi qu'il conviendrait d'explorer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour ce premier sujet? Alors parfois c'est un peu difficile de lever la main, donc je vais prendre un petit peu de temps quand même pour s'assurer que toutes les questions souhaitées aient été posées lors de cette réunion. Généralement, je fais une vente aux enchères dans ces cas-là. Je fais question-réponse une fois. Ah, bah voilà, ça marche toujours. Ça marche toujours. Pareil, je vous propose de vous présenter. Franck Duré, moi je suis le chef des centres de stockage de l'Aube, donc de l'Andra. Je voulais savoir, est-ce que vous avez une explication possible quant au fait que les femmes sont plus sensibles à ce type de pathologie? J'ai vu 70% dans la littérature. Oui, c'est directement lié à la ménopause en fait. C'est à partir du moment où les femmes sont ménopausées, il y a des dérèglements hormonaux qui se produisent et le métabolisme du calcium est perturbé. Donc elles sont plus vulnérables effectivement à ce type de pathologie. Très bien, merci. Bah, je relance, évidemment, pour les questions-réponses. Ne soyez pas timide. Mais je vais la refaire, l'hôtel des ventes, hein, je vous promets. Hein. C'est ma méthode. Hein. Question-réponse une fois. Oui, ça marche. Oui, sur le fameux questionnaire, donc pour les professionnels de santé, il n'y a malheureusement pas beaucoup de professionnels de santé sur le territoire en local. Au niveau du Conseil de l'Ordre, on peut tout à fait donc, vous aider donc, à être un peu plus incitatif. Donc, si vous avez besoin, notamment pour la partie hospitalière. Oui, tout à fait. Alors, merci de votre proposition. C'est vrai, c'est plutôt l'ARS qui gère les contacts directs avec les professionnels de santé. Comme je disais, c'est toujours compliqué aussi, hein, puisque on sait qu'on est aussi sur des territoires qui sont parfois avec une offre de santé qui n'est pas optimale. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi de demander à des professionnels de santé de s'investir, de remplir des tableaux qu'on essaye de faire le plus simple possible, mais qui sont jamais simples en fait, parce qu'on est épidémio et on est toujours un peu compliqué dans notre manière de présenter les choses. Donc c'est assez complexe et à ce stade, encore une fois, puisqu'on est rassuré sur les caractéristiques, encore une fois, qui sont pas anormales, on va plutôt mettre à profit les données du SNDS, ce sera transparent pour les professionnels de santé et on se permettra de les solliciter pour d'autres choses quand je dirais pas que le jeu en méritera la chandelle, mais quand on n'aura pas de possibilité de réponse via les données actuellement disponibles. J'ai deux questions, moi, qui proviennent du streaming. La première, c'est des questions très concrètes. Hein. C'est est-ce que la CLI sera destinataire des résultats de l'étude en cours? Oui, c'est bien pour ça qu'on est là ce soir. Hein. Si on a commencé le travail ensemble, on le finit. C'est tout à fait. Ça fait depuis 2006, je crois, si ma mémoire est bonne, de toute manière, que l'Institut de veille sanitaire puis Santé publique France ont été mobilisés sur la problématique de l'état de santé autour du centre de stockage de l'Aube. Nous avons toujours été là, nous continuons à l'être, bien évidemment. Ça va toujours mieux en le disant, comme on dit. Deuxième question, quelle publicité pour ces résultats? Est-ce qu'on fera
lors d'une prochaine réunion de CLI, ou est-ce qu'il y a d'autres accès, on va dire, à ces résultats en dehors d'une réunion publique? Je vais retourner à la question de ce soir. Je laisserai M. Pichery répondre sur la forme, mais sur le fond, nous, c'est une obligation légale. Nous sommes une agence sanitaire. Nous avons obligation et nous rendons public tous nos résultats, tous nos avis. Donc, de toute manière... Sur le site Internet, par exemple Sur le site, généralement, c'est sous forme d'une plaquette ou d'un article scientifique. Mais en tout cas, c'est rendu public. Et évidemment, pour que ce soit le plus largement accessible, nous nous mettrons à disposition de la CLI pour étudier le format le plus adéquat. Absolument, et c'est heureux, c'est bien le but de cette démarche collective, c'est de partager des informations, et s'il y a des informations qui nécessitent des approfondissements, des explications, c'est bien sûr de les fournir, et je le redis, le I dans le terme CLI, le plus important c'est le I, c'est l'information, et bien sûr la CLI qui dispose aussi d'un site internet mettra, lorsque ces résultats seront disponibles, mettra à disposition de tous ces résultats sur le site internet. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? En ligne, c'est fait apparemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour ce premier sujet? C'est pas une question, mais bon, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les spécialistes qui nous expliquent tout cela ce soir, et je tiens encore à vraiment les remercier. Et c'est vrai que personnellement, j'ai découvert tout l'intérêt que présentait le système d'information nationale, qui est alimenté par l'ensemble des informations que donne l'exploitation des cartes vitales, avec toute la confidentialité, je l'ai bien compris, bien évidemment par rapport au secret médical. Et intellectuellement, je me dis effectivement qu'il y a là une masse d'informations, et que l'exploitation de ces données est vraiment une démarche qui me semble d'une très très grande pertinence. L'utilité des data qui est heureuse, en tout cas, pour le coup. Alors, on a encore un petit peu de temps, mais je vais vous laisser un tout petit peu réfléchir. Pas longtemps. Mais oui, voilà. Alors, attendez. On va vous donner le micro. Vous allez vous présenter. Joël Odiger, membre de la CLI de Soulaine, et de la commission de santé, et ensuite, de plus, président de l'association de défense des consommateurs de l'Aube. Je viens d'entendre, là, comme avec la sécurité médicale serait maintenue, il n'y aurait pas de problème particulier. Mais on s'aperçoit que les hackers rentrent quand même dans les hôpitaux et rentrent dans certains dossiers médicaux. Est-ce que vous êtes vraiment certain que ça ne peut pas être piraté? Alors, on déborde un tout petit peu du sujet proprement dit, puisque là, vous posez une question très globale sur la cybersécurité, et la cyberdélinquance. Sachez en tout cas, et après je verrai si nos invités veulent répondre, que justement la préfecture est en train d'organiser une série de conférences sur la cybersécurité qui seront publiques. Ça a commencé à Nogent-sur-Seine, mais ça va venir dans votre territoire, et quelque part, d'une certaine manière, votre question aurait plus à mon avis, d'efficacité de réponse lors de cette réunion, puisque je l'ai moi-même animé. Vous avez face à vous des gendarmes spécialisés, policiers spécialisés et autres. Donc, je ne suis pas sûr que ici, sur un plan sanitaire, les personnes ici présentes soient capables de vous répondre, alors que lors de cette réunion, les services de police sont très au fait des choses. Je pense que vous pouvez peut-être donner... Ce qu'on peut préciser, c'est que toutes ces données carte vitale, évidemment, viennent de la source, des offreurs de santé, des professionnels de santé et des établissements de santé. Ce qu'on peut préciser, c'est que pour l'Aube, le projet médico-soignant
de l'hôpital de Troyes doit être renouvelé. Il est renouvelé régulièrement. Ça sera le cas en 2023 et il y aura un axe particulier sur les systèmes d'information, y compris la sécurité des systèmes d'information. Donc pour l'hôpital pivot des hôpitaux publics de l'Aube. Donc dès début 2023, ce sujet va être examiné et sera dans le projet global de l'hôpital de Troyes, en termes de sécurité aussi. Si je peux juste ajouter quelques compléments, alors pas en termes de cybersécurité parce que je ne suis pas du tout expert et il faudrait demander à la Caisse nationale d'assurance maladie puisque c'est elle qui gère le SNDS, s'il y a eu des tentatives de hackage, s'ils ont abouti ou pas. Moi, ce que je peux par contre vous préciser c'est sur la confidentialité des données au sens où je l'ai bien dit, ce sont des données qui sont anonymisées. Alors évidemment, il y a un risque d'identification indirecte quand on sait le lieu de résidence, l'âge ou des choses comme ça. Le système en lui-même est ultra sécurisé. Nous avons aussi des conditions d'accès et d'exploitation qui sont extrêmement rigoureuses et extrêmement contrôlées, en particulier par la CNIL. Et c'est pour ça que quand on partagera les résultats, par exemple, on ne vous donnera jamais aucun résultat numérique, par exemple, en vous disant il y a un cas, par exemple, à Sombois. Ça, on vous le dira pas, c'est le secret statistique. Ce sont les règles qu'applique l'INSEE aussi sur toutes les données dont elle dispose. Voilà, donc ça répond pas directement à votre question, mais en tout cas, sachez que l'exploitation de ce système est extrêmement encadrée par la loi. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question pour terminer cette première partie ? Je vous laisse réfléchir 2-3 secondes et puis sinon je vais clôturer ce premier moment de réunion. Rien en ligne, rien dans la salle, adjugé vendu. Je vous propose qu'on passe à la deuxième thématique de cette réunion publique, à savoir son titre, c'est l'observation de l'état de santé autour du site de stockage de l'Aube, avec la présentation de l'Observatoire des riverains du projet de centre de stockage de Bure. Michel Vernet, on vous a présenté en début de réunion, vous êtes épidémiologiste à Santé publique France. Lucille Girard, vous êtes chargée d'études à l'ORS, l'Observatoire régional de la santé, et vous allez tous les deux nous expliquer de quoi il s'agit à travers évidemment un tableau, un PowerPoint qui va nous permettre de mieux comprendre tout cela. Je propose, voilà, on va axé sur le deuxième sujet, voilà, et je vais vous proposer de prendre la parole. Peut-être que vous avez un choix. Monsieur Vernet, peut-être au départ. Je vais démarrer et je laisserai à Lucille pour les parties qui la concernent le plus. Alors, je voudrais juste auparavant m'excuser parce que je ne voudrais pas donner l'impression d'avoir le syndrome du micro, de l'avoir et de ne pas vouloir le rendre. C'était ma collègue Morgane Trouillet qui devait faire cette présentation et elle ne peut malheureusement pas être là ce soir parmi nous, donc je la remplace au pied levé. Donc effectivement, l'idée de cette présentation, ce n'est toujours pas de venir vous dire, au regard des problématiques, des préoccupations qui se posent autour du centre de stockage de l'Aube, voici la réponse avec un L majuscule qu'il faut que vous développiez. L'idée, c'est plutôt de vous présenter le résultat de la réflexion, de la concertation qui ont eu lieu pas très loin d'ici autour du projet de centre de stockage de Bure. Donc, on est sur un projet, on n'est pas sur un site qui fonctionne déjà, pour que vous ayez des éléments, je dirais, inspirants. Et évidemment, nous sommes disposés avec l'Observatoire régional de la santé à discuter après avec vous en termes de concertation pour construire ensemble un dispositif qui répondra à vos préoccupations, qui répondra aussi aux préoccupations qui ont été émises depuis 2006 et qui sont scientifiquement les plus efficaces et les plus efficientes. Encore une fois, je suis désolé de remettre une question financière dans la balance, mais c'est un élément important parce que nos budgets ne sont pas extensibles à l'infini. Et donc, en particulier sur Bure, il y a eu cette question d'avoir un système qui soit optimisé, qui soit, on va dire, soutenable sur le long terme d'un point de vue financier. Alors,
Pour commencer peut-être cette présentation, juste rappeler, enfoncer une porte ouverte, mais je pense que ça va mieux en le disant. Les sites de stockage, et en particulier les sites de stockage de déchets nucléaires, ce sont des lieux qui sont anxiogènes. Je vous ai rappelé ici les chiffres du baromètre IRSN 2021. La diapositive maintenant pourrait être actualisée avec les données 2022. Mais vous voyez que ce sont des sites qui posent des questions. Seuls 7% des personnes interrogées, donc ça c'est un échantillon qui est représentatif de la population française, mais 7% accepteraient, s'ils avaient le choix, de vivre à proximité d'un centre de stockage. Pour une centrale nucléaire, c'est 16%. Donc vous voyez que une centrale nucléaire pose finalement moins de problèmes, un peu moins de problèmes qu'un centre de stockage de déchets nucléaires. 63% perçoivent un risque de contamination des produits agricoles, 60% un risque de pollution de l'air, 55% un risque d'irradiation des populations. Et puis, on voit qu'à peu près 40% des répondants estiment vraisemblable une explosion souterraine de ces sites. 39% estiment qu'il n'est pas possible aujourd'hui de stocker les déchets nucléaires de façon sûre. Alors, vous voyez, il y a 32% aussi qui sont sans avis. Donc, c'est-à-dire que c'est une question qui interroge et sans pour autant que tout le monde ait un avis. Et 27% estiment qu'autour des installations nucléaires, les habitants ne sont pas en aussi bonne santé qu'ailleurs. 36% sont sans avis. Donc encore une fois, voilà, les questions qui sont évoquées ici sont parfaitement légitimes. Elles sont partagées par l'ensemble de la population profane. Donc pour revenir au projet autour de Bure, encore une fois, sans vous dire s'il faut faire une décalque exacte, c'est de vous resituer, de vous représenter rapidement l'état de la problématique. Alors sur Bure, il y avait l'idée de réaliser un état de référence sanitaire. Alors ici, c'est pas possible puisque malheureusement le centre de stockage de l'Aube, il a été créé à une époque où on n'avait pas les possibilités de suivi épidémiologique que l'on a maintenant, et donc avec une idée aussi de reconduction du dispositif. Là, on revient vers vos préoccupations, enfin, des préoccupations qui ont pu être exprimées, c'est-à-dire d'avoir un suivi sur le moyen long terme de l'état de santé de la population. Donc les réflexions qui vont, enfin le dispositif tel qu'il existe maintenant, tel qu'il se met en place maintenant, est issu d'une concertation qui a été menée par un groupe de travail qui comprenait donc des représentants du CLIS de Bure, qui représentait l'ensemble des parties prenantes, la préfecture de la Meuse en tant que coordinatrice de la mission CIGEO, des spécialistes de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des personnes de l'Agence régionale de la santé Grand Est et des personnes de Santé publique France. Et puis, au cours du déroulé, l'Observatoire régional de la santé s'est également ajouté autour de table pour réfléchir à un dispositif qui, vous allez le voir, est très complet et permet d'investiguer plusieurs dimensions de la santé. Et donc, le livrable de ce groupe de travail a été une note de cadrage qui est disponible sur le site du CLIS, dont vous pouvez prendre connaissance si cela vous intéresse. Donc ça a été un travail de concertation qui a été mené sur 2 ans avec 9 réunions du groupe de travail et l'ensemble des étapes donc, ont été synthétisées dans la note de cadrage et présentées en Assemblée générale et en Conseil d'administration. Encore une fois, cette concertation s'est faite entre parties prenantes profanes et experts entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a eu des préoccupations qui ont été exprimées et nous avons recoupé les différentes méthodes, les différentes approches qui, encore une fois, pouvaient concourir à avoir une description de l'évolution de l'état de santé la plus efficace possible et la plus efficiente. Et donc en 2022, l'Observatoire a été mis en place. Je passe les étapes successives, mais le 30 septembre, donc, il y a eu un lancement officiel, lancement médiatique, à l'occasion d'une réunion publique, un peu sous le format d'aujourd'hui, de ce soir. Voilà, donc ce qui va vous être présenté à partir de maintenant est la présentation dans son jus, entre guillemets, du 30 septembre, telle qu'elle a été faite donc, à la population à Bure. Et encore une fois, l'idée, c'est de vous montrer une démarche qui pourrait être inspirante au regard de vos préoccupations et de vos interrogations.
Donc les objectifs de l'OSARIB, de l'Observatoire de la santé des riverains du projet de centre de stockage de Bure, c'est de mettre en œuvre une observation de l'état de santé des riverains et de ses évolutions avec un certain nombre de prérequis, de choses qui étaient intangibles. En particulier, cet observatoire a pour idée de décrire la santé dans sa globalité, c'est-à-dire au regard de la définition de l'Organisation mondiale de la santé quand elle a été créée en 1948. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de récent. Et cette définition dit que la santé, c'est pas juste une absence de pathologie, c'est un complet état de bien-être physique, social et mental. Donc vous voyez, c'est vraiment la santé dans son acception la plus large possible. Un des objectifs opérationnels, c'est d'avoir une détection précoce de toute évolution défavorable de l'état de santé, et puis éventuellement favorable, parce que derrière, l'idée aussi, c'est d'alimenter des politiques locales de santé publique en fonction des événements de santé qui seront mis en évidence. Sur une zone large, bon là c'est lié à Bure, ici le travail a toujours été fait sur un rayon de 15 km. Avec également des prérequis forts, l'ouverture à la participation des parties prenantes, c'est-à-dire qu'il y a eu une phase de concertation et il y a une phase de partage qui se poursuit, à savoir que les parties prenantes qui sont représentées au sein du CLIS participent au comité de pilotage, à l'équipe projet et sont donc destinataires de l'ensemble des informations sur le déroulé du projet. Un des prérequis aussi importants, c'est l'optimisation et l'adaptation à la durée de vie du projet, puisqu'on part sur plusieurs siècles, on va dire, et une des premières, je dirais, une des premières demandes lors de la concertation, ça a été de nous dire « garantissez-nous un système d'observation qui sera pérenne dans le temps ». Ce qui est très difficile, notamment en termes financiers, puisqu'on ne peut pas savoir finalement ce qui va se passer dans 10-15 ans. Et moi, je ne prends pas de pari sur les décisions de nos gouvernants à moyen et long terme. Par contre, la réflexion, elle a été faite en disant on va développer un système d'observation qui est le plus proche possible du système d'observation dit de droit commun, donc celui dont on sait que de toute manière, dans 50 ans, dans un siècle, il existera toujours, pour justement limiter les coûts, puisque c'est plus facile d'avoir une pérennité financière lorsque les coûts sont maîtrisés. Dans les prérequis, il y avait le fait d'être opérationnel en amont du démarrage de l'activité. Bon, là, ici, l'activité, elle a déjà existé. Il y avait l'évolutivité. Alors l'évolutivité dans les sources et éventuellement dans les interrogations, d'où vous le verrez l'appel à un dispositif qui repose sur 4 volets. Ce sont des volets qui sont complémentaires, qui sont reconductibles et qui permettent de redimensionner le système d'observation en fonction des événements qui pourraient survenir ou des résultats qui arriveront progressivement. Et puis donc en cohérence avec les surveillances épidémiologiques de routine, en particulier pour optimiser les coûts. Donc l'idée ici que vous avez sur cette dia, c'est d'avoir le panorama le plus large possible au regard de la définition OMS de l'état de santé, avec, vous voyez, des événements de santé qui sont je vais essayer de ne pas me tromper de bouton, qui sont plus ou moins fréquents dans la population, qui sont plus ou moins sévères et qui vont donner lieu plus ou moins à un recours au système de soins. Mais on est bien d'accord que l'état de santé, c'est l'ensemble ici de la pyramide. Donc, parmi les événements les plus fréquents, vous avez les préoccupations diverses, le stress, l'anxiété, etc. Ça ne donne pas nécessairement lieu à un recours au système de soins. Donc, si vous interrogez le SNDS, vous n'aurez pas d'informations objectives là-dessus. Donc, vous allez avoir recours à d'autres méthodologies, en particulier à des enquêtes sur échantillons, pour interroger directement les personnes, leur passer des échelles psychométriques. Et puis, certains événements de santé gagnent en sévérité, et donc on va avoir des recours au système de soins, des consultations médicales, des arrêts de travail, des délivrances de traitements, des hospitalisations, etc. Et évidemment, au sommet de la pyramide, il y a les décès. Là, on va pouvoir travailler avec le SNDS, tout en haut, et ce seront les certificats de décès. Donc tout ça, c'est pour vous montrer qu'on englobe l'ensemble de l'état de santé, mais vous allez le voir après, on va travailler avec des approches différentes pour essayer de caractériser au mieux cet état de santé.
Donc ici, pour faire relativement rapidement, on va les redétailler sur la zone, donc ce qu'on a appelé la zone de la population riveraine. On a développé 4 volets différents. Ce sont des volets qui sont complémentaires, encore une fois, qui ne se substituent pas les uns aux autres et qui vont s'alimenter les uns et les autres. Le premier volet, ce qu'on appelle l'analyse de contexte local, que Lucille va vous détailler après, elle sert quelque part à prendre, j'utilise mes propres mots, Lucille vous corrigerez derrière, à prendre un peu la température des préoccupations des différentes parties prenantes. Donc on n'est pas dans une étape de quantification d'un événement, on est dans l'idée de saisir l'air du temps pour ensuite, au cours du volet 2, donc via une enquête de santé perçue en population, pouvoir développer un certain nombre d'interrogations sur le niveau de stress, sur les troubles anxieux, sur les troubles du sommeil et sur tout autre événement de santé qui pourrait être issu des préoccupations identifiées lors du premier volet. Donc vous voyez, encore une fois, c'est un dispositif qui est évolutif, qui bouge dans le temps et qui s'alimente entre les différents volets. Le troisième volet, c'est ce qu'on appelle l'étude de santé objectivée. Là, on est vraiment sur du recours aux soins, donc on va suivre un certain nombre de pathologies via donc des dénombrements d'événements de santé, soit qui sont non spécifiques, comme les consultations de généralistes, comme les arrêts de travail, ou qui sont spécifiques de certaines pathologies en termes d'hospitalisation ou de délivrance médicamenteuse. Et puis le dispositif est complété par un 4e volet qui, lui, va suivre l'évolution du contexte socio-démographique et des déterminants de santé, puisque nous sommes des êtres sociaux qui évoluons en interaction entre nous et avec notre environnement. Et donc, si cet environnement change, évidemment, nos comportements de santé et nos pathologies peuvent également changer. Voilà, donc ça, c'est l'architecture générale. Et donc, par rapport à Bure, on a également une population non riveraine qui va servir, entre guillemets, de témoin. Pas tout à fait de témoin, mais en tout cas, c'est une zone qui n'est pas riveraine. Et vous avez ici, alors je ne vais pas m'appesantir parce qu'encore une fois c'est la problématique de Bure, mais on a défini 2 zones d'intérêt. Une zone des 25 km sur laquelle portera l'étude de santé perçue et l'étude de santé objectivée du SNDS. Une zone plus large de 50 km où on ne regardera que la santé objectivée. Et puis vous avez ici la communauté de communes de Vitry-le-François qui sert de population non riveraine et par rapport à laquelle on regardera si les évolutions sont parallèles ou pas, ou si elles sont radicalement différentes. Voilà, donc maintenant on va vous détailler les différents volets et je laisse Lucille. Alors du coup, ce premier volet donc, qui s'appelle « Vivre sur son territoire », l'idée c'est qu'on est vraiment dans un volet effectivement qu'on dit qualitatif, donc on ne cherche pas à quantifier les choses. L'idée c'est d'essayer de comprendre les habitudes et le ressenti de la population, aussi leurs attentes et leurs préoccupations en matière de santé, et plus généralement la façon dont ils perçoivent leur environnement. Donc leur environnement de vie, ce n'est pas seulement la nature, c'est aussi, par exemple, l'accès aux soins, ça en fait partie. Et du coup, c'est un volet qui s'adresse à différentes catégories de personnes, que vous avez listées sur la diapositive, et qui va se dérouler par entretien, donc entretien collectif ou entretien individuel. Et l'intérêt de ce volet-là, c'est vraiment d'aller creuser en profondeur la façon dont les personnes vivent, en fait, ressentent les choses. Et du coup, ça permet vraiment une compréhension plus fine du sens que les gens vont amener derrière leur perception. Et ça permet aussi de comprendre l'intrication entre certains événements. Typiquement, est-ce que quand je suis anxieux, je vais consulter mon professionnel de santé ou pas? Et à quoi c'est dû? C'est le volet qui nous permet en fait de faire des liens entre différents éléments et du coup qui permettra par la suite aussi d'éclairer des résultats quantitatifs qu'on pourrait avoir dans les autres volets. Et donc finalement, ce volet-là, il est assez particulier par rapport aux autres, puisqu'on ne rencontre pas forcément beaucoup de personnes, mais on va aller chercher vraiment en profondeur. Et comme vous le voyez, c'est un volet qui est en cours de réalisation.
Donc, on va passer au volet 2, qui est l'enquête de santé perçue donc, en population. Là, on va s'intéresser essentiellement à des événements de santé qui ne donnent pas nécessairement recours au système de soins. Ça peut être du mal-être, ça peut être du stress, ça peut être, comme je l'évoquais, des troubles du sommeil. Ce sont des événements qui vont immédiatement agir sur la qualité de vie. On se sent bien ou on ne se sent pas bien, et à moyen et long terme vont pouvoir agir également sur l'état de santé, puisqu'on sait par exemple le stress, c'est un puissant levier sur les maladies cardio-neurovasculaires. Par exemple, le risque d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, il est augmenté lorsqu'on est en situation de stress. Et comme le disait Lucille, ce volet est alimenté, piloté, articulé avec le premier volet, puisque comme on est sur un dispositif qui est reconductible dans le temps, on peut partir sur une base de questionnaires. Ce sont des échelles qui sont validées, c'est-à-dire que quand elles donnent des résultats, elles ont une forte spécificité et elles sont standardisées, donc on les passe de la même manière, quel que soit le pays, quelles que soient les enquêtes, et donc on peut avoir des éléments de référence sur d'autres territoires, sur d'autres époques. Et donc ce dispositif va permettre, encore une fois, de cerner ce qui n'apparaîtra pas nécessairement dans le recours au système de santé. Et donc, on va travailler sur un échantillon dit représentatif de la population, parce qu'évidemment, on ne peut pas interroger tout le monde, mais l'échantillon est représentatif, c'est un échantillon qui est aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas interroger spécifiquement des gens qu'on connaît ou dont on sait qu'ils ont telle ou telle opinion. On va essayer d'être le plus large possible. Il y a des techniques statistiques qui permettent donc d'avoir des échantillons représentatifs. Dans le cas de Bure, on travaille sur la zone des 25 km et avec un effectif de 900 personnes en taille d'échantillon, ce qui permet d'avoir une précision statistique qui est relativement importante. Et là encore, comme je vous le disais, c'est articulé avec le volet 1, c'est articulé également avec le volet 3, qui est l'étude de santé objectivée, donc via le SNDS, puisqu'on peut mieux cerner certaines causes. Par exemple, tout ce qui est pathologie respiratoire, des irritations, des choses comme ça, on va les recueillir via le volet 2 et pas nécessairement via le volet 3. Alors on pourra toujours regarder s'il y a une corrélation, par exemple, avec les consultations de spécialistes type pneumologue, pour voir si effectivement il y a une corrélation. On peut regarder d'autres indicateurs en termes de délivrance de certaines pathologies, mais encore une fois, il est parfois mieux d'interroger directement les personnes et de compléter ensuite par la santé objectivée. Par contre, pour d'autres pathologies, de pathologies lourdes qui nécessitent une prise en charge, là on va passer directement par le SNDS et donc on va pouvoir faire un certain nombre de suivis avec cette idée, vous le voyez dans la rubrique pourquoi, de faire une comparaison entre avant-après, donc ça c'est la question du longitudinal, est-ce que finalement les choses restent à peu près les mêmes, est-ce qu'elles s'améliorent ou est-ce qu'elles se dégradent, et si elles se dégradent, qu'est-ce qu'on fait pour casser cette tendance, et puis également avoir du ici et ailleurs, d'où l'intérêt d'avoir des zones non riveraines pour regarder si les évolutions sont similaires. Si elles sont similaires avec les zones de comparaison, ça veut dire qu'on est face à un phénomène qui est partagé, qui est général. Et donc, ceci pour... Alors, le SNDH, je ne le redétaille pas, là, c'est une autre présentation par rapport à ce que j'ai fait. Vous allez retrouver les différents éléments. Mais l'intérêt, c'est ce que vous avez dans le petit encadré gris, c'est-à-dire qu'on a un recueil, encore une fois, qui est exhaustif, c'est-à-dire qu'on a absolument l'ensemble du recours aux soins de la population qui est considéré, quel que soit le lieu de la prise en charge. On a une géolocalisation des données à la commune de résidence. Ici, on est sur un territoire... Alors, je suis extrêmement prudent parce que ça m'avait été reproché en 2018 à l'occasion d'une réunion publique, mais un territoire qui n'est pas très peuplé, donc le niveau communal est un bon niveau. On n'a pas besoin d'aller plus bas. Si on était sur une agglomération type Paris, Lyon, Marseille, il faudrait forcément descendre à un niveau géographique plus fin et le SNDS ne le permettrait pas. Et là, le niveau communal est le bon niveau.
On a un historique des données, donc on peut remonter jusqu'en 2010, et puis surtout on part sur du long terme, puisque ce système il est pérenne, il va continuer, et donc on va avoir progressivement l'historique qui va s'accumuler. Et puis encore une fois, c'est un recueil qui est réglementaire, qui est indépendant de l'étude, donc il n'y a pas d'effort spécifique à faire, puisque les données, elles entrent. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coût d'exploitation, hein. Il y a un coût d'extraction et d'analyse, bien évidemment, mais qui est incomparablement moins cher que quand on doit collecter des données. Alors, les pathologies qui seront suivies au travers du SNDS, c'est l'ensemble des dimensions de la santé, avec les maladies cardio-neurovasculaires, la santé psychique, tout ce qui est troubles anxieux, dépressifs, tentatives de suicide, la santé périnatale, les cancers, certaines maladies neurodégénératives, les maladies respiratoires et les maladies endocrines, puisque, encore une fois, et ça faisait partie des échanges qu'on a eus lors de la concertation avec le CLIS de Bure, on ne peut pas, avant d'avoir fait les études, savoir finalement quelles vont être les priorités de santé du territoire. Et parfois, on a une certaine représentation des problèmes de santé qui ne coïncide pas avec la réalité, mais, et c'était l'objet aussi de toute l'articulation avec l'ARS, l'idée c'était de dire, dès lors que l'on voit une priorité de santé publique, on met en place derrière des mesures, qu'elles soient liées ou pas à la présence du projet. Le dernier volet. Oui. Du coup, le volet 4, en fait, c'est donc un volet qui vient compléter les 4 autres. Donc on parle de portrait de territoire. Alors, contexte socio-démographique, ça veut simplement dire qu'on va utiliser des données pour contextualiser tout ce qu'on a dans les 3 autres volets. Parce qu'en fait, quand on est quelqu'un, on a des propriétés sociales, on a un âge, on a un revenu, on a une profession, qui font qu'on n'a pas la même santé, on n'a pas les mêmes besoins de santé en fonction de qui on est. Et du coup, l'intérêt d'avoir un contexte socio-démographique, c'est de pouvoir, du coup, dire, sur ce territoire, on a tel type de population qui peut avoir tel besoin de santé. Et du coup, on peut regarder si ce qu'on trouve dans les autres volets, c'est cohérent ou pas avec ce portrait de territoire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir contextualiser l'offre de soins sur le territoire. Ça fait aussi partie de ce volet-là, c'est-à-dire qu'on va comptabiliser le nombre de professionnels de santé sur le territoire, le nombre de pharmacies, par exemple, et à quelle distance elles peuvent être des personnes. Et du coup, comme ça, on a une photographie, en fait, à un moment donné du territoire, qui permet aussi peut-être de comprendre un moindre recours aux soins, simplement parce qu'il n'y aurait pas assez de professionnels de santé, typiquement. Voilà ce qu'on peut en dire. Du coup, l'objectif, une fois qu'on a ces différents volets, on peut, encore une fois, il faut imaginer qu'ils s'articulent entre eux. On a vraiment un descriptif de l'état de santé que moi je qualifie à 360 degrés. Alors il y a sûrement encore des angles morts, mais on essaye de les réduire au maximum. Et donc on va regarder les évolutions dans le temps pour les populations qui sont concernées. Alors là, il y a tout qui monte quasiment, enfin il y en a une qui descend un tout petit peu. Et puis évidemment, on regarde cette dynamique en comparant avec des populations non riveraines. Alors pour certaines sources de données, dans le cas de Bure, on n'aura que la population référence de Vitry-le-François, mais par exemple pour le SNDS, on est absolument libre de prendre la population de comparaison que l'on souhaite. On pourrait prendre la population des Pyrénées-Atlantiques, ça n'aurait aucun intérêt, puisque l'idée de la population non riveraine, c'est que certes elle ne soit pas riveraine, mais qu'elle ait des modes de vie, des comportements qui soient similaires à ceux de la population qui est observée, parce qu'autrement on introduit un biais de confusion, et comme je disais tout à l'heure, on essaye de comparer les choses, toutes choses égales par ailleurs. Donc on a cette analyse à la fois en longitudinale et en transversale pour regarder finalement, si on fait simple, entre ce qui va bien, ce qui ne va pas bien et ce qui est à peu près stable. Ensuite, le dispositif donc aux ARIB, il s'appuie sur une comitologie, c'est-à-dire des instances de gouvernance qui sont assez complexes, qui sont partagées, puisque encore une fois la règle c'est la transparence. Je vais passer rapidement. Donc il y a une équipe projet qui réunit les différents partenaires. C'est elle qui quelque part met les mains dans le moteur. Il y a un comité de pilotage, c'est lui qui donne les grandes orientations. Et le comité de pilotage travaille en particulier avec les recommandations
recommandations d'un conseil scientifique. Ce conseil scientifique qui réunit plusieurs personnalités scientifiques de différents champs et d'ailleurs de différents pays, puisqu'on a 2 experts qui sont internationaux. Il garantit la cohérence et la pertinence de la démarche. Il peut lui-même, parce que le champ est assez vaste, soit procéder à des auditions d'experts sur une thématique donnée s'il le souhaite, soit avoir recours à un comité d'experts en santé et environnement qui se met en place au sein de Santé publique France, qui est là également mobilisable tant que de besoin, comme on dit dans l'administration, c'est-à-dire chaque fois qu'on a une question particulière qui pourrait se poser et qu'on n'a pas les ressources en interne pour traiter. Et puis vous avez en vert donc la place du CLIS qui sert également de ce qu'on appelle en comité d'interface. Mais ici, vous êtes dans le même cas de figure. La CLI a, par ses missions, ce rôle de partage et de représentation des différentes parties prenantes. Et donc, ce dispositif permet, encore une fois, d'échanger l'information en toute transparence, de savoir là où on en est, là où on va et qu'est-ce qu'on a montré jusqu'à présent. Donc c'est un dispositif d'observation que nous on qualifie d'innovant, puisque alors c'est complexe, hein, c'est exigeant, vous voyez, il y a beaucoup de partenaires, c'est beaucoup de temps, c'est aussi beaucoup de moyens, c'est aussi pour ça que la question financière elle revient, parce qu'on essaye d'optimiser les moyens pour que ce soit le plus efficace possible. Donc avec une mobilisation de plusieurs acteurs. Encore une fois, c'est un dispositif qui est évolutif, et ça c'est absolument important. Les préoccupations que l'on a aujourd'hui par rapport à la santé ne seront pas rigoureusement les mêmes que celles qu'on pourra avoir dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc il est important que le dispositif puisse être à géométrie variable, c'est-à-dire se redéployer. Alors sur le SNDS, il n'y a pas de difficulté, les données, elles sont là, on peut les interroger de manière rétrospective. Et puis dans le cas de Bure, les volets 1 et 2 permettent également de reconfigurer et de réorienter une partie. On conserve un socle, hein, puisqu'on suit l'évolution, mais on peut refaire des focus au regard de préoccupations qui pourraient survenir dans 15 ans, dans 20 ans, puisqu'on ne peut pas préjuger de l'avenir. Et puis surtout, le dernier point, et peut-être que Sandrine Pirouet voudra intervenir là-dessus après, c'est que on génère une grande quantité de données qui est utile à la définition, à la mise en place et à l'évaluation de politiques locales de santé publique, évidemment, puisque si on détecte quelque chose, on va pouvoir derrière mettre en place des plans de prévention ou un renforcement de l'offre de soins. C'est-à-dire que donc on accumule de la donnée pour répondre aux préoccupations et puis également pour agir. Alors après, je vais juste laisser Lucile, mais encore une fois, pour redire que, encore une fois, on n'arrive pas avec une solution clé en main et que cette solution, qui nous a paru collectivement la plus adaptée pour Bure, elle est issue d'un travail de concertation qui est absolument important, puisque les réponses qu'on vous donne aujourd'hui dans un contexte un peu solennel avec des projecteurs, etc. On n'est pas sûr que voilà, ça nécessite pas qu'on en rediscute tous ensemble, qu'on vous redonne d'autres éléments de compréhension pour que vous soyez la démarche. Oui, du coup, l'idée de la fin de cette présentation, c'était de réinsister du coup sur l'importance de construire un dispositif qui réponde aux besoins ici, en fait. Et du coup, pour ça, il nous paraissait important en tout cas de rappeler quelques éléments essentiels sur comment est-ce qu'on organise, avant même de parler du contenu en fait, du dispositif d'observation, la façon dont on monte ce dispositif d'observation. C'est un gros travail qui en général passe un peu sous les radars. Et du coup, on voulait vous dire qu'il n'y a effectivement pas de solution clé en main. C'est en fait à vous, à l'intérieur de la CLI, avec des membres associés, toutes les parties prenantes qui veulent faire partie de ce projet, du coup de réfléchir en fait au degré d'implication, donc au temps que vous êtes prêts à y mettre, à prendre en compte donc des contraintes que Michel Vernet a bien rappelées sur l'argent, le temps aussi que ça peut prendre, et puis de s'appuyer sur des ressources, donc les modalités d'animation, des outils d'animation, éventuellement une aide extérieure qui aide du coup à tout ça. Et puis, du coup, je pense qu'il faut que tu appuies sur la... Merci. Du coup, l'idée, c'était aussi de vous amener sur les possibilités possibles. En fait, il y a effectivement
l'idée qu'on peut, ici on est quand même assez nombreux, et du coup prendre des décisions avec un très grand nombre à la fois, ça peut être très compliqué. Et du coup l'idée, ça peut être, c'est une des possibilités, de réfléchir à travailler en sous-groupe. Donc on sait qu'il y a une commission sanitaire au sein de la CLI. Ça peut être un premier type de sous-groupe qui réfléchit à des modalités d'observation, et puis ensuite qui fait remonter les décisions. Mais du coup, il faut réfléchir à comment on répartit les tâches, et puis qui valide les décisions et à quel degré. Du coup, en fait, le dernier élément, c'était l'idée d'insister sur l'importance de se mettre d'accord sur comment on fait pour monter cet observatoire, donc sur quoi on porte la décision, qui participe, et puis quel est le circuit de la décision. Donc vraiment cette idée de, en général on parle des démarches participatives, des concertations, etc. Des fois c'est des mots qui peuvent sonner un peu creux. L'idée ici, c'est de poser un cadre très clair au départ sur qui participe, comment et dans quel but, quelles limites on met, histoire d'être à peu près clair avec ça. Voilà. Voilà, donc on est évidemment disponible pour répondre à vos questions, qui, encore une fois, enfin, je crois que Lucille et moi et tous les partenaires y tenons, on n'épuisera pas le sujet ce soir, il y aura ce travail de concertation, mais bien évidemment, on essaiera de répondre à toutes vos interrogations. Très bien, merci beaucoup. On va passer donc aux questions-réponses. On aura 30 minutes environ pour les questions-réponses. Je pense que ce sera suffisant. Peut-être juste une question à Philippe Pichery avant de passer au public, mais c'est une question qui vient des personnes qui nous regardent en streaming, un peu générale, mais est-ce que la CLI... C'est la question. La CLI dispose-t-elle des moyens financiers à hauteur de ses ambitions et de son indépendance pour réaliser ce genre de travaux? Alors, je pense que par rapport à la question, il y a une partie de la réponse dans la question. Si la CLI veut agir de façon indépendante, et c'est indispensable, elle doit disposer des moyens qui lui permettent d'avancer. Alors les moyens de la CLI, ils viennent d'où? Ils viennent d'une dotation chaque année que le département alloue à la CLI pour son fonctionnement. C'est prévu par les textes. Et puis de subventions diverses. Aujourd'hui, les finances de la CLI sont saines. On peut même dire que la CLI a constitué ces années passées des réserves financières, justement dans la perspective de pouvoir faire face à ces missions le moment venu. Et puis, j'ai quelques collègues du conseil départemental présents, donc je vais aussi parler sous leur couvert. C'est clair que ce serait impensable qu'on engage une démarche comme celle-ci pour déboucher sur une conclusion qui serait on n'a pas les moyens de faire les choses. Donc je pense qu'on est très attentif au niveau du conseil départemental sur cette question. Non pas qu'on ait des inquiétudes particulières, hein, je le redis, mais on trouve que le but d'informer la population et de répondre à ces questionnements nous conduit naturellement à se poser ces questions. Donc, si le besoin s'en faisait sentir, eh bien, les moyens consacrés à la CLI pour qu'elle exerce pleinement ses missions seraient mobilisés. Je dirais que la question va se poser quand on aura engagé la démarche, hein, puisqu'on l'a tous bien compris. Ce qui nous a été présenté là, c'est une démarche. À nous de construire la nôtre. Moi, j'ai bien vu et entendu notamment l'importance de la structure d'animation,
Parce que quand on s'engage dans une démarche comme celle-ci, il faut que ça avance et que ça avance régulièrement. Donc il faut avoir une structure d'animation et puis il faut co-construire le dispositif que l'on veut mettre en place. Donc d'un point de vue pratique, je pense qu'on a constitué au sein de la CLI cette commission sanitaire. Donc elle doit, de mon point de vue, être force de proposition. Mais comme toutes les commissions de notre CLI, comme toute commission dans toute organisation, une commission c'est une force de proposition. Après il y a un niveau décisionnel. Pour moi le niveau décisionnel c'est le conseil d'administration de la CLI. Donc nous avons les éléments pour avancer et aujourd'hui... Et le message qui nous a été passé pour moi est clair. Il faut qu'on précise plus finement qu'est-ce que l'on attend, qu'est-ce que l'on veut en fonction de notre territoire. On n'est pas à Bure, on n'est pas dans les mêmes conditions non plus, puisque Bure, c'est un état zéro. Nous, tout ça existe déjà. Mais je pense que les présentations qui ont été faites nous donnent beaucoup d'éléments pour avancer. Et encore une fois, je ne vous dirai pas que l'aspect financier n'entre pas en ligne de compte. Ce serait pas responsable de ma part, mais sur un sujet aussi important, ce n'est pas cet élément-là qui doit bloquer l'avancement de nos réflexions. Très bien, je vais proposer au public, en prenant le micro, je vais vous demander de vous présenter avant de poser la question. Michel Guéry. Est-ce que vous pourriez revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît? Je lis pas de solution clé en main. Alors moi j'en connais une, et on en a parlé au cours des réunions précédentes, elle s'appelle Révéla. Et j'ai raté la première heure, excusez-moi, vu mes pathologies, je me suis trompé, j'ai confondu 18h et 19h, mais je ne pense pas qu'on ait parlé de Révéla dans la première partie. Or, Révéla, ce n'est pas moi qui vais le développer là maintenant, vous le connaissez parfaitement puisque c'est Santé publique France qui l'a mis au point autour de Marseille, c'est la solution. La solution, en 2 mots, c'est le médecin qui déclare ce qu'il a vu dans sa clientèle. Et on ne peut pas contester une déclaration d'un médecin. Il aurait de gros problèmes avec le Conseil de l'Ordre. Alors, si le médecin de Soulaines reçoit demain matin Michel Guérit et qu'il envoie sur Internet un site dédié, c'est pas compliqué, de dire « j'ai reçu Michel Guérit ce matin, il est né il a un cancer il a une je sais pas quoi », on peut croire que c'est vrai. Bon, ensuite, que l'équipe qui est chargée d'analyser les résultats face à un simple nuage de points, vous savez tous ce que c'est qu'un nuage de points, on va se rendre compte qu'il y a autour du CSA comme un problème. Bon, on pourra toujours dire que c'est à cause des abeilles ou des grenouilles, mais il faudra à ce moment-là le vérifier. Bon. Alors moi, je l'ai fait, ce qu'on appelle un recensement citoyen, je le redis, c'est complètement légal, un recensement citoyen, je l'ai fait sérieusement, et il y a un problème ici. Alors je sais que Philippe va dire, mon ami Philippe Pichery va dire, oui, j'ai beaucoup plus confiance dans ce que raconte Santé publique France, la RS et autres, que ce que je raconte moi, c'est clair. Mais on n'est pas chez Poutine ici, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de penser, on a le droit de réfléchir, et encore une fois, on a essayé de me mettre en prison, on m'a menacé pour me faire taire, ça n'a pas marché, si, quand même. Bon, je ne reviens pas sur cette histoire. Bon, il y a un problème, il est évident, je le répète, il fait très froid, si quelqu'un a des doutes sur mes propos là maintenant, je l'invite quand il veut, on passe une journée dans tous les cimetières du Soulenois, et vous allez voir, c'est super intéressant, je vous dirai en dessous de quoi est mort le bonhomme. Et là, vous allez vous poser des questions. Alors, on est au moins d'accord sur un point, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de solution clé en main. Dans le cas de Révéla 13, on est dans un contexte qui est assez différent, puisque d'abord,
il y avait une surincidence des cancers de la vessie qui était clairement identifiée. Alors, Révéla 13, je pense que malheureusement tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est une approche type registre qui est sur le département des Bouches-du-Rhône. Donc on est sur plus de 2 millions d'habitants, avec Marseille au milieu, qui est une très grosse agglomération, qui est dans le cas où je crois que Marseille, c'est quasiment 1 million d'habitants. Et donc le SNDS ne marche pas, puisqu'on ne peut pas descendre au niveau de l'arrondissement. Avec le SNDS tel qu'il est construit, il faut utiliser d'autres méthodes. Donc ce registre, qui a été créé dans un contexte qui est un peu différent, historiquement d'ailleurs le SNDS n'était pas opérationnel à ce moment-là, ce contexte, c'est à la fois une surincidence documentée des cancers de la vessie, c'est la première chose, et puis aussi une exposition environnementale à de la pollution atmosphérique qui était objectivée et documentée. Donc la logique registre pouvait constituer une solution. Et encore une fois, sur ce qui vous a été présenté ce soir, on n'est pas à vous dire c'est la vérité absolue. Et moi, je pense que dans la phase de concertation, si vous avez des questions sur Révéla, nous, on s'engage à faire venir quelqu'un du registre Révéla. Vous pourrez lui poser toutes les questions, et en particulier sur les limites de cette approche. Il n'y a aucun souci. On organisera ça. Donc, d'où l'importance de ce temps de concertation pour qu'on soit bien tous d'accord sur là où on veut aller, comment on veut y aller et avec qui. Et pas en se lançant des interpellations comme ça. On fera venir quelqu'un de Révéla 13 et vous pourrez lui poser toutes les questions possibles et imaginables sur le contexte de Révéla 13. Et on vous expliquera aussi de notre côté pourquoi on pense que la solution Révéla 13 n'est pas la bonne solution dans le cas de Soulaine. Mais il faut qu'on s'en parle, il faut qu'on travaille ensemble là-dessus pour arriver à un diagnostic partagé. Alors je sais que diagnostic partagé, les collègues de l'ORS l'aiment pas trop, mais voilà, qu'on soit à peu près d'accord sur le contexte et sur ce que l'on veut. Je note que Révéla ne convient pas à ce qui se passe à Soulaine, c'est clair, c'est ce que vous venez de dire. Je viens de dire qu'il n'y a pas de solution clé en main et que dans le cas de Révéla 13, je vous dis, c'est dans un contexte particulier d'exposition à une pollution atmosphérique et à une surincidence des cancers de la vessie qui était attestée avant la création de Révéla 13. Mais encore une fois, il n'y a aucun souci. En réunion de travail de la commission sanitaire, on fera venir quelqu'un de Révéla 13 pour que vous puissiez poser les questions et voilà, que tout ça soit fait en totale transparence. Si vous le souhaitez, on va passer à d'autres questions. J'en ai une qui est en ligne pour vous, Michel Vernet. À quelle fréquence seront renouvelées les différentes études d'Ozarib ? Alors déjà pour Ozarib, l'objectif premier c'est de réaliser l'état des lieux, donc relativement rapidement. Sur la reconduction, ça va dépendre à la fois de l'évolution du projet, on peut en particulier penser que les travaux seront générateurs de stress, et de l'évolution des pathologies, des problèmes de santé qui seraient identifiés. Dans tous les cas, on va parler peut-être de 5 ans ou tous les 10 ans, cette question sera posée au conseil scientifique et on travaillera la fréquence de reconduite des études avec le conseil scientifique. Très bien, je vous remercie. On passe au public. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur, vous allez vous présenter et poser votre question. Jean-Michel Perrin, citoyen du coin. Il y a très longtemps, puisque ça fait quand même un certain temps qu'on a demandé qu'on s'occupe de la surveillance de la santé des gens qui habitent autour du centre de stockage, et qu'on voit avec le pourcentage de gens qui ont envie d'habiter à côté d'un centre de stockage, que la population qui vit autour a besoin d'être rassurée, et ça dans le temps. Donc de toute façon, je m'aperçois qu'avec les 2 enquêtes qui ont été faites, on manquait de possibilités vu la faible population et le manque de données. Les registres n'existant pas, il semblerait que là, avec le nouveau SN, on devrait avoir des données supplémentaires qui permettraient de surveiller vraiment la population. Et alors donc, moi, mon inquiétude, mais je reviens au courrier qu'on avait adressé aux élus pour demander qu'on surveille la population, c'est quand j'entends parler d'argent. Je pense que la surveillance de la population doit rentrer dans le fonctionnement du centre de stockage. C'est-à-dire
On est un nombre d'habitants peu nombreux. C'est une des raisons pour lesquelles le centre a dû s'installer ici, certainement. Et donc, les gens ont le droit et ont besoin d'être rassurés, d'être surveillés. Donc, la notion de temps, c'est comme un être humain. Au début, on ne s'occupe pas trop de sa santé. Puis, petit à petit, on commence à s'inquiéter. Et puis, parfois, il y a des fuites. Donc, je pense que c'est dans le temps qu'on verra s'il y a quelque chose. Actuellement, il semblerait que ça ne pose pas de problème. Mais c'est dans le temps qu'il va falloir surveiller et il faut donner les moyens de cette surveillance. Merci pour votre réaction qui n'incite pas forcément une réponse, peut-être. Quand même un élément de réponse, j'ai bien entendu et je vous remercie. J'ai peut-être pas été suffisamment clair dans ma réponse concernant les moyens financiers, parce que à une période où il y a beaucoup de problèmes, je voulais pas donner l'impression que la finance, il y en a autant qu'on veut. Non, il y en a pas autant qu'on veut, mais j'ai clairement dit que c'était une priorité et que les moyens financiers et au niveau du département qui confie à la CLI les moyens financiers pour mener ses missions, les moyens financiers seront mis en œuvre. Merci. Patrice Thorez de l'Andra. Merci. Peut-être en rebond avec cette question et cette remarque, puisque vous avez parlé de la responsabilité de l'exploitant et le lien avec le centre de stockage, peut-être aussi rappeler en complément des mots du président que sur de nombreuses études, l'autorité de sûreté nucléaire a la capacité de financer à 50% les travaux qui sont menés par une CLI. Et l'autorité de sûreté nucléaire, elle n'a pas de planche à billets dans le garage. L'argent qu'elle a, c'est parce que ce sont les exploitants nucléaires qui payent ce qu'on appelle la taxe INB, et donc qui financent l'autorité de sûreté nucléaire, qui en retour peut contribuer à certains travaux des commissions locales d'information. L'exploitant que nous sommes, comme tous les exploitants d'installations nucléaires en France, a l'obligation de mettre en œuvre un plan de surveillance de l'environnement, tel plan qui doit être validé là aussi par l'autorité de sûreté nucléaire, et de le financer. S'agissant des questions de santé, nous n'avons pas la compétence et la crédibilité. On a parlé tout à l'heure d'indépendance. Il serait malvenu que ce soit l'exploitant qui porte lui seul directement, alors que ce n'est pas sa compétence première, ce type d'études. Par contre, depuis la première heure, on a toujours été favorable, quel que soit le territoire d'accueil, soit de nos centres, soit de nos projets, à ce type d'études. Indirectement, on met les financements via le financement de l'autorité de sûreté nucléaire. Et quand on est sollicité, et si on devait l'être, on pourrait même accompagner financièrement ce type de démarche. Mais là, on va vite être confronté à ce que certains appelleront l'achat des consciences ou tel autre sujet, et un manque d'indépendance des porteurs de ces études. C'est aussi pour ça qu'on ne le fait pas directement. Intervenir, alors pareil, moi je ne peux pas préjuger des décisions. Par contre, encore une fois, dans le cas de Bure, mais ça s'est posé sur d'autres dossiers en lien avec des expositions environnementales, on peut réfléchir à des systèmes qui soient, alors je ne dirais pas qu'ils ne sont pas coûteux, parce que tout système a un coût, mais qui soient le moins coûteux possible. Et quand j'évoquais le SNDS, c'est parce qu'effectivement, on n'a pas le coût de collecte des données. Les données, elles existent. Alors, il y a un coût d'extraction, il y a un coût d'analyse, etc. Mais c'est incomparablement moins, par exemple, que d'une approche registre. Parce qu'on parlait de Révéla 13. Révéla 13, c'est une approche registre. C'est beaucoup plus coûteux. Donc, la pérennité dans le temps est beaucoup plus aléatoire, parce que, forcément, c'est des montants financiers qui sont plus importants. Et donc, voilà, ça doit rentrer dans la discussion pour aller résoudre cette équation qu'on peut résoudre, c'est-à-dire de dire on part sur du long terme, comme vous évoquiez, c'est-à-dire de la pérennité du système, avec des coûts qui restent raisonnables, donc qui ont de fortes chances d'être satisfaits au long cours. Parce que c'est toujours pareil, si vous demandez des sommes énormes, dans 50 ans, on n'est pas sûr que ces sommes soient toujours acceptées. Par contre, si on est sur des systèmes optimisés, il y a une plus forte chance pour qu'effectivement la viabilité financière soit possible. Je vous propose qu'on passe à d'autres séries de questions. Il y en a une en ligne pour vous, Michel Vernet, et vous, Lucie Girard. Vous me direz qui souhaitera répondre. La question est, parmi les 4 volets d'Ossarib, quelle est l'étude la plus facile à mettre en œuvre ?
Qui veut répondre ? Je veux bien commencer. C'est un peu comme demander si on préfère son papa ou sa maman. C'est 4 volets qui sont complémentaires. Donc c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que il y a forcément, et Lucille le dira, des volets plus faciles à mettre en œuvre, mais c'est au regard de certains objectifs. Voilà, donc il faut plutôt raisonner comme ça que l'un plutôt que l'autre. Il vaut mieux raisonner globalement, c'est ce que vous voulez dire. Et puis facile, c'est-à-dire facile dans quel sens ? Est-ce que c'est facile ? Parce que dans la facilité, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Alors ce qu'on dit depuis le début, c'est par exemple le SNDS, les données sont déjà disponibles virtuellement, il suffit d'aller les chercher, entre guillemets, il suffit d'aller les chercher. Mais du coup, ça donne effectivement un type de résultat en fait. Et du coup, il y a des résultats qu'on ne peut pas avoir avec le SNDS, qu'on va forcément avoir avec les autres volets. Alors forcément, les volets où on demande à la population de participer d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire par exemple quand on les sollicite sur des questionnaires ou sur des entretiens, ça peut prendre du temps. C'est pas pour ça que c'est compliqué, mais ça peut prendre du temps. Après, on n'obtient pas les mêmes façons de faire. Et puis peut-être juste pour rebondir sur quelque chose qui a déjà été dit, mais on n'a présenté que 4 volets. Il existe d'autres manières de faire de l'épidémiologie. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est des choses qui peuvent être discutées à l'intérieur d'un groupe de travail. Après, il faut savoir que ça n'a pas la même légitimité que des données du SNDS, par exemple. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont à se poser, en fait, à l'intérieur du dispositif d'observation, je pense. On va passer à une question dans le public. Je vous demande de vous présenter. Oui, bonsoir, Laurent Cartier, citoyen du coin et membre de la commission de suivi sanitaire instaurée au sein de la CLI de Soulaine. Je crois qu'elle a été instaurée il y a 2 ou 3 ans. Je crois qu'on a dû être réunis 2 fois ou 3 fois. En 2 ou 3 ans, hein. Excusez-moi pour l'imprécision, mais ça donne l'ordre de grandeur de la fréquence des réunions. Et j'ai cru voir que sur une des diapos, aux Aribes, il y avait une réunion tous les mois, c'est ça ? Ouais. Donc, il y a eu 9 réunions en 2 ans. Alors après, moi, je ne vais pas préjuger de la fréquence des réunions de la commission sanitaire, mais Santé publique France est fautif là-dessus, mais on a vécu les événements. Pendant 2 ans, on a été très peu disponible, hein, donc clairement, on ne pouvait pas vous accompagner. J'ai bien compris que vous étiez occupé ailleurs, et nous aussi d'ailleurs, confinés chez nous. La proposition que vous faites de discuter de Révéla à l'occasion d'une prochaine commission sanitaire est intéressante, et comparer les approches qu'on peut avoir, est-ce qu'on fait un Osaris, est-ce qu'on fait un Révéla, qu'on mette tout sur la table, et puis que on a bien compris qu'on n'a pas le pouvoir de décision, que c'est le conseil d'administration de la CLI qui prendra les décisions. Malgré tout, ça serait quand même bien qu'on réunisse assez rapidement cette commission de suivi sanitaire pour trancher sur la question. Alors, je partage, hein. Je me sens bien sûr directement concerné puisque j'ai souhaité assurer la présidence de cette commission sanitaire. Je peux vous assurer que dans les 2 ans écoulés, le nombre de fois où j'ai voulu que l'on réunisse cette commission, mais spécialistes, et pour qu'on soit efficace, il fallait qu'il y ait des spécialistes à nos côtés. Et ils sont là ce soir et je les en remercie encore. Et il n'est pas question de se rejeter les responsabilités. Mais comme l'a dit Michel Vernet, on a traversé une période où c'était quasiment impossible d'avoir ces spécialistes. Mais mon souhait, c'est bien celui de maintenant, en espérant la disponibilité, ce qui serait bien, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de problème majeur de santé à traiter au niveau de l'ensemble du pays. Oui, il faut maintenant que l'on avance. Et pour ce qui est de la décision, je vous rassure, j'ai rappelé, je dirais, ce qu'est le fonctionnement
classique, les gens qui ont la responsabilité et qui doivent rendre des comptes le cas échéant, mais je ne pense pas que si la commission travaille bien, et je ne vois pas pourquoi elle ne travaillerait pas bien, quand je dis travaille bien, c'est avance, hein, quelles que soient ses propositions, elles seront pour moi intéressantes. Je ne vois pas trop pourquoi le Conseil partirait sur des bases différentes. J'ai simplement rappelé, je dirais, ce qu'est le fonctionnement classique et normal de toute institution. Alors, une question au fond et après je vous donnerai la parole. Oui, je me présente, je suis Madame Urbanski, citoyenne de près de Joinville. Et je voulais vous parler au sujet de votre affirmation que c'était un point zéro pour Bure. Moi, je ne pense pas du point de vue santé psychique que ça soit un point zéro. Parce que, bon, la santé physique, d'accord, parce que les déchets ne sont pas encore arrivés à Bure, mais la santé psychique, ça fait des années déjà que les gens subissent ce projet et ont été inquiétés sur leur propriété, sur les terres qu'on leur a réservées pour ce projet. Voilà. Ce que je voulais dire, ce n'était pas un point zéro pour la santé psychique. Et la santé psychique agit beaucoup sur la santé physique. Oui, enfin, on peut que partager ce que vous évoquez. C'est clair qu'il y a déjà eu de l'actualité autour du site et probablement un retentissement. Le problème, c'est que pour l'instant, on parle de choses qui n'ont pas été mesurées. Donc, il faut le mesurer et c'est aussi pour cela qu'on a une zone non riveraine, hein, encore une fois, pour voir si effectivement on a des résultats qui sont moins bons. Sur Vitry-le-François, on va utiliser aussi des questionnaires qui sont utilisés dans d'autres enquêtes, en particulier des enquêtes nationales, et qui permettront de dire, même des enquêtes européennes, puisque c'est des outils qui sont utilisés maintenant par la Commission européenne, qui permettront de dire si effectivement on est dans une situation qui est pire ou pas, sachant que... Mais c'était implicite dans votre propos, hein, que de toute manière, le stress, l'anxiété, c'est contextuel aussi, et on peut avoir d'autres populations qui ont aussi des situations de stress et liées à leur contexte de vie. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est qu'il faut absolument objectiver ça, et c'est intéressant que vous évoquiez à nouveau ça, parce que c'est quelque chose qui est aussi apparu assez fortement dans la concertation avec les parties prenantes à Bure, de savoir on veut avoir un suivi de notre santé psychique. Alors qu'à la base, initialement, c'était plutôt le risque rayonnement ionisant qui était évoqué. Donc voilà, on peut que souscrire, et c'est parfaitement légitime de suivre ces paramètres au long cours sur ce type de population. Si je peux ajouter un petit mot sur la question de... Alors, on ne remonte pas dans le temps de manière quantitative, mais encore une fois, recueillir le vécu des habitants, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand on les interroge, on va s'intéresser à l'histoire du site, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui sont là depuis que le tout début du projet en 1995. Et donc, ce n'est pas quantitatif. Donc ça peut poser des problèmes d'objectivité, mais en fait, comme on va vraiment comprendre très finement la façon dont ça s'est intriqué avec le vécu des gens, on peut quand même documenter en partie ce qui s'est passé, et en tout cas comment les gens l'ont ressenti. Et du coup, ça fait aussi partie de ça. Ce volet 1, il est aussi pour prendre en compte en partie le contexte avant. On va entrer dans les dernières questions, si vous le souhaitez. On se donne encore 5 minutes. Allez-y. Michel Vanderchien, président du Conseil de l'Ordre des médecins. Je voulais savoir si d'autres CLI étaient également rentrés dans ce type de réflexion, de démarche, d'animation, puisque on pourrait avoir comme ceci une idée beaucoup plus large donc, du ressenti des populations. Il existe peut-être une fédération des CLI. Voilà.
Alors, effectivement, excusez-moi Michel, effectivement, il existe l'ANCLI, qui est la structure qui fédère l'ensemble des CLI sur le territoire national, et on va bien sûr interroger l'ANCLI. Pauline, on verra avec Stéphane aussi, pour interroger l'ANCLI, pour avoir connaissance ne serait-ce que pour pouvoir échanger des expériences en la matière qu'ont pu avoir d'autres territoires. Et juste si je peux compléter, alors effectivement le dispositif autour de Bure, il est très complet, vous avez vu, il y a 4 volets. Évidemment, il est issu de notre expérience à Santé publique France autour d'un certain nombre de dossiers. Alors pas tellement sur les dossiers nucléaires, mais sur les dossiers industriels, effectivement. On suit un certain nombre de sites industriels avec des pollutions où... tout partie du dispositif est repris. En particulier, il y a le site de Lac, dont vous avez probablement entendu parler, qui est aussi dans une démarche de co-construction et de recherche d'un dispositif sur le long cours. Donc effectivement, ce qu'on a proposé à Bure et ce qu'on vous proposera dans une discussion est aussi issu de notre expérience et de notre expertise sur d'autres dossiers, avec des outils, encore une fois, dont on sait qu'ils sont efficients, et qui sont efficaces également et qui répondent au mieux aux préoccupations. Patrice Thorez. Oui, en complément, alors moi je peux pas, j'ai pas l'exhaustivité des travaux des CLI en tête, mais TI autour des installations de la Manche a déjà mené à plusieurs reprises des études sanitaires. Il y en a une dernière qui était très complète, celle dont je me souviens qui date de 2013, puisque sur ce département il y a beaucoup d'installations nucléaires et donc il y a plusieurs études. Il en existe aussi au niveau international. Après, je souhaitais juste réagir sur 2-3 sujets autour de Bure et le projet Ozarib. Il ne faut pas retenir l'idée qu'en 2 ans, il y a eu 9 réunions et que tout s'est réglé. La problématique et l'idée d'Ozarib, elle est beaucoup plus ancienne que ça. D'ailleurs, certains reprochent que là aussi, ça a mis beaucoup de temps, mais pour réaliser le travail qui a été exposé, et comme l'ANDRA était aussi indirectement partie prenante, on le suivait de près en tant que membre du CLIS, c'est plusieurs années, puisque on remonte au moins à 2017, sachant qu'avant ça, il y avait déjà des bribes de réflexion et d'idées. J'avais aussi un commentaire sur ce qui a pu être dit sur Révéla 13, pour rappeler aux membres de la CLI, dont je fais partie, que dès 2020, on avait présenté le dispositif Révéla 13 en CLI, qui se tenait à Soulaine, mais pas dans ce bâtiment, dans l'autre bâtiment, en expliquant que voilà, c'était un exemple de ce qui pouvait se faire ailleurs. Effectivement, ce jour-là, vos collègues n'avaient pas pu être présents parce que c'était le tout début de la crise Covid, mais que je me souviens que déjà au début, ça faisait débat et que pour certains qui sont présents ce soir, Révéla 13 ne pouvait pas être un dispositif parce qu'il n'avait pas la valeur de travaux qui pouvaient être menés plus en local et plus par les citoyens. Comme quoi, je partage totalement le constat qu'il faut débattre, mettre tous les dispositifs qui peuvent exister sur la table pour, in fine, en proposer un qui ne satisfera peut-être jamais 100% des acteurs, mais qui satisfera la plus grande partie d'entre eux et qui nous donnera surtout collectivement des bases d'échange ensuite et d'analyse basées sur justement du concret. Et le dernier message en lien avec la remarque que je partage totalement sur le fait que le projet CIGEO étant présent et l'ANDRA étant présente en Meuse-Haute-Marne depuis, on va dire, plus de 25 ans aujourd'hui, il est évident qu'il y a un impact sur le côté psychique de certains habitants ou ceux qui le sont devenus, mais il y a aussi des impacts positifs qu'on ne pourra pas non plus évaluer, puisque avec l'accompagnement de ce projet, on a mis en place des choses comme IMEUS Santé, on a développé aussi une offre de santé qui est de fait plus robuste que ce qu'elle ne pouvait être, puisque chacun des départements se retrouve accompagné financièrement par l'État en lien avec ce projet pour aussi développer justement différents outils et différents dispositifs. Donc certes, on ne pourra pas non plus les évaluer, cela, puisque ça fait plusieurs décennies, mais mieux vaut tard que jamais. En tout cas, côté ANDRA, on est très satisfait que côté Bure, Ozarib puisse se mettre en place, et qu'enfin, on puisse aussi, dans la continuité de ce qui a été fait maintenant à 2 reprises, il puisse y avoir un dispositif, encore une fois, sur lequel on pourra être en confiance collectivement pour, le moment venu, pouvoir échanger sereinement sur ces problématiques de santé qui sont celles qui, dans nos enquêtes également, intéressent et concernent le plus les riverains habitant autour de nos installations. Voilà, merci.
On va vous laisser une dernière fois la parole, mais après on va passer aux conclusions si vous voulez bien. Il y en a un timing important. Oui, c'est une question que j'aurais dû poser dès le début. On a à peu près compris ce à quoi sert l'Agence régionale de santé, ce à quoi sert Santé publique France avec sa délégation régionale. Alors pourquoi y a-t-il encore en plus un observatoire pour regarder notre santé? Qu'est-ce qu'il apporte en plus cet observatoire? On va s'arrêter là si vous voulez bien, je pense. Sur le pouvoir. Ouais, mais là, on dévie totalement. Non, le pouvoir de décision. Vous l'avez dit tout à l'heure. Votre rôle. Mais si, attends, Philippe, on a le pouvoir de décider et vous allez décider démocratiquement avec nous en faisant merci. On a le devoir. On a le devoir de décider. Le devoir. Il n'y a pas que la CLI qui peut déclencher une enquête épidémiologique. Je le répète, je l'ai dit. Si vous partez sur un truc bidon, croyez-moi, je vais le faire savoir. On ne fera pas d'Ozarib. Ozarib à rien, je l'ai expliqué. On fera du Révéla ou rien. Je me battrai pour qu'une autre entité, politique, peu importe, fasse cette enquête. N'importe qui peut le faire. Et souvenez-vous, ça a été fait en Corse par une équipe italienne à cause du nuage de Tchernobyl. La Corse, ils ont payé. C'est quoi? On parle de 50 000 €, mais c'est rien, 50 000 €. Bon, merci. Là, je pense que les interventions ont été faites. Non, juste sur la question, la première question, je laisserai Lucille compléter. Tout simplement parce que sur certains volets, l'ORS a des compétences que nous n'avons pas nécessairement dans Santé publique France et qu'on a trouvé plus astucieux et plus judicieux de s'associer pour couvrir l'ensemble du dispositif. Donc c'est encore une fois une question d'optimisation des moyens. Émilie Gardeur, c'est ça? Je vous remercie. Effectivement, je suis Émilie Gardeur, je suis la directrice de l'Observatoire régional de la santé Grand Est. Donc peut-être rappeler qu'effectivement l'ORS, on est donc de statut associatif, on est indépendant et donc aussi on est quand même, il existe un ORS par région depuis maintenant les années 80. On n'est pas justement nous sous le couvert du ministère de la Santé, donc on peut effectivement réaliser des travaux de manière indépendante, mais de manière aussi très complémentaire, comme vient de le dire Michel Vernet. Donc je dirais que voilà, on va amener notre expertise et notre champ d'expertise, c'est effectivement de pouvoir produire vraiment des travaux qui améliorent la connaissance sur l'état de santé, et d'une part en se basant sur l'exploitation quantitative qu'on va pouvoir mettre en place, avec aussi des compétences justement en épidémiologie, et puis aussi tous ces aspects qualitatifs, avec effectivement une équipe pluridisciplinaire qui va permettre de croiser vraiment les regards. Et donc c'est ce qu'on espère pouvoir amener comme plus-value. Merci. Merci. On a dépassé un petit peu le temps qui nous était imparti. Je vais proposer peut-être à Philippe, en tant que président d'ACLI, de conclure et de conclure cette soirée. Volontiers, brièvement. D'abord, moi, je veux remercier toutes celles et ceux qui se sont déplacés, notamment les spécialistes qui nous accompagnent. J'ai le sentiment qu'on a eu un échange constructif, respectueux, et j'y tenais beaucoup. Maintenant, j'ai bien entendu les messages et je suis mobilisé pour que les choses avancent. Je n'ai personnellement sur le sujet aucune certitude, aucune idée préconçue d'avance. Je pense que dans ce sujet, comme dans beaucoup d'autres, il faut faire preuve d'humilité et travailler. Et maintenant, ma mission, c'est de réunir, je pense que ce sera difficile en janvier pour toutes sortes de raisons, mais de réunir absolument en février la commission et de définir un programme régulier de travail pour avancer. Et je pense, après, si on s'y met tous, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à co-construire le dispositif qui sera celui qui correspond le mieux à notre territoire. Et dans cette démarche, comme ça a été évoqué, d'ici là, on va rassembler aussi un maximum d'informations sur les expériences d'autres territoires, parce qu'il y a toujours intérêt à
enrichir sa réflexion par rapport à ce qui s'est déjà passé ailleurs. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier tous parce que je pense que cet échange de ce soir est utile et pertinent pour avancer. Merci à vous. Merci.